Il est 10h sur LCI, ravi de vous retrouver 2 heures entières en direct évidemment avec nos invités pour ce jour J qui d'Éric Ciotti ou de Valérie Pécresse sortira du chapeau. Regardez, nos envoyés spéciaux sont tous en place et en direct au QG de Valérie Pécresse, chez Éric Ciotti ou encore devant le QG des Républicains. On les entendra dans un instant, mais vous le savez, c'est à 14h30 que Christian Jacob donnera les résultats, édition spéciale évidemment sur LCI dès 13h avec toutes les grandes signatures de la chaîne, tout cela en direct pour ce choix final qui sera crucial. Dans l'actualité également, lui aussi y croit, Éric Zemmour qui sera demain en meeting à Villepinte devant 19 000 personnes selon ses équipes, des équipes qui ont collé, vous le voyez, toute la nuit, ces nouvelles affiches de campagne avec ce slogan « Impossible n'est pas français ». Et puis le sanitaire, la 5e vague est fulgurante, le bilan n'est pas bon. Hier, on était à 50 000 nouveaux cas de Covid, toujours l'inquiétude également face aux nouveaux variants Omicron. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, depuis Roissy tout à l'heure, a rappelé les règles pour les voyageurs en provenance d'Afrique australe. Test au départ, test et isolement obligatoire à l'arrivée. Tout ça sans distinction entre vaccinés et non vaccinés. Pendant ce temps, Emmanuel Macron se veut au-dessus de la mêlée politique. Le président qui est attendu dans quelques minutes à Jeddah, en Arabie Saoudite. Évidemment, on verra les images en direct avec le prince héritier MBS, Mohamed Ben Salman. Sur ce plateau, on est ravi d'accueillir Annie Lemoine. Bonjour Annie. Bonjour. À vos côtés, Didier Bécher, vous êtes député LaREM des Yvelines, député LaREM donc de la majorité. On a beaucoup de questions à vous poser. Marion Pariset est avec nous, secrétaire général du think tank Le Millénaire, et puis Marcelo Westfried. Bonjour Marcelo, grand reporter au Parisien aujourd'hui en France. Nous allons où? Nous allons tout de suite rue de Vaugirard. Vous retrouvez Noé Gandillot devant le siège des Républicains. Timing normalement très précis, 14h fin des votes et 14h30 annonce officielle de la candidate ou du candidat à cette élection présidentielle. Oui, absolument. Dans moins de 5 heures, on saura qui sera le candidat de LR, le candidat de la droite pour la présidentielle. Et ce que je peux vous dire, c'est que les deux finalistes, non seulement les deux finalistes seront là, c'est-à-dire Éric Ciotti et Valérie Pécresse viendront avec Christian Jacob pour la proclamation des résultats, mais en plus, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Philippe Juvin, on vient de me le confirmer, seront également présents. Et il y aura donc cette fameuse photo de famille à laquelle tient tant Christian Jacob. Et donc, ils seront tous réunis ici à 14h30 au siège des Républicains. Un petit mot quand même des deux finalistes qui se sont chacun préparés à leur manière. Éric Ciotti nous confie son entourage, a fait un petit footing ce matin avant de déjeuner, de petit déjeuner en famille, et puis ensuite il va rassembler tous ses siens autour d'un déjeuner à 2 pas de l'Assemblée. Son état d'esprit, eh bien, il est déterminé, serein, c'est l'outsider, donc finalement il a moins de pression et il espère faire le score le plus gros, le plus important possible. Finalement, il n'a rien à perdre. En ce qui concerne Valérie Pécresse, elle est allée au théâtre hier soir pour se détendre. Elle aussi a passé du temps en famille et elle ne veut surtout pas de cette étiquette de favorite. On se garde dans son entourage de tout triomphaliste. On ne veut pas estimer qu'on a déjà gagné à l'avance. On est bien sûr dans les deux camps. On s'attend à un score particulièrement serré. Merci beaucoup Noé Gandillot avec Camille Gatien à vos côtés. Évidemment, vous nous rejoignez en direct si vous avez du nouveau ou les dernières infos. Annie Lemoine, ça a de la gueule cette élection finalement chez les Républicains? Au point que peut-être à gauche, on se dit on aurait peut-être pu ou essayé de faire comme eux. Parce que finalement, ils nous ont montré une belle photo de famille et une équipe gouvernementale, un collectif qui a fonctionné. Ils ne se sont pas attaqués, ils ont tiré des leçons des précédents événements comme quand Juppé et Fillon s'étaient bouffé le nez, il n'y a pas d'autre mot. Donc jusqu'au bout, l'unité, même pas de débat entre Ciotti et Pécresse pour voter pour le champion ou la championne. Donc c'est ce qu'ils ont tenu absolument à préserver, vraisemblablement. Pécresse a déjà préparé son discours, solennel comme le premier, il y a quelques jours. Et seul lui importe le score que va faire Éric Ciotti pour savoir jusqu'à quel point il va teinter le discours de la championne des LR qui vise maintenant le 10 avril. Marcelo, c'est déjà plié? Parce que tout le monde dit, alors quand on additionne, ça fait du 75-25, c'est fait. Je pense que c'est plié pour une raison qui est liée à l'entre-deux-tours. Les Républicains ont décidé de faire
quasiment pas d'entre-deux tours, c'est-à-dire que le premier tour et le deuxième tour sont accolés. Il n'y a pas de temps pour faire des manœuvres, pour faire des alliances, des tractations, pour avoir une dynamique qui permet de reverser la vapeur. Ce qui va compter maintenant, effectivement, c'est le score, parce que même si tous les battus ont appelé à voter pour Valérie Pécresse, on ne sait pas ce que le militant de base, par exemple, qui a voté Barnier, va faire vraiment. Donc ça, on va regarder. Et à partir de maintenant, l'enjeu pour Valérie Pécresse va être de recoller les morceaux. C'est pas simple. Regardez comment Yannick Jadot a du mal dans sa campagne avec une Sandrine Rousseau battue à la primaire qui n'arrête pas de parasiter ses messages. Donc elle va devoir, Pécresse, si elle l'emporte tout à l'heure à 14h30, au moment de la proclamation des résultats, donner une place à Ciotti, aux finalistes, qui permettent de rassembler la famille sans handicaper son offensive. Évidemment, donc c'est pas simple hein, de trouver cet équilibre. Nous allons où? Nous allons vous retrouver, Frédéric Delpech. Vous êtes dans Paris, là même où avait célébré son résultat de l'arrivée en tête d'Éric Ciotti, qui sera tout à l'heure dans son bureau à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, Éric Ciotti? Comment est prévue la journée? Bien, Éric Ciotti a réuni ses troupes, celles qui ont fait sa campagne dans son bureau, et ensuite ils iront déjeuner dans un restaurant près de l'Assemblée nationale avant de se rendre, comme prévu, au siège pour découvrir les résultats aux côtés de Christian Jacob. Alors, Éric Ciotti, après avoir créé la surprise en se qualifiant premier lors du premier tour, eh bien, il a tenté de contourner le manque de ralliement des ténors du parti en s'adressant directement aux adhérents. Alors, par exemple, il leur a expliqué qu'il continuera de défendre une ligne politique forte, sans tabou, de droite sur l'immigration ou sur la sécurité. Nous ne gagnerons pas la présidentielle en étant trop centristes, a-t-il lancé notamment jeudi soir pour se démarquer de Valérie Pécresse. Et puis, il répète aussi qu'il n'a, lui, jamais voté pour Emmanuel Macron. Enfin, il a donné quelques noms pour un éventuel gouvernement. Laurent Wauquiez comme Premier ministre et Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Là encore, le message aux militants est particulièrement transparent. Merci beaucoup, Frédéric Delpech, avec Thibaut Brux à vos côtés. Ça vous fait sourire, Didier Bécher, quand Frédéric dit il a déjà construit son gouvernement, Wauquiez en Premier ministre? Oui, parce que la séquence est assez savoureuse. Alors, deux raisons comme ça très rapides. Je me demande bien comment Valérie Pécresse va pouvoir se débarrasser du sparadrap Éric Ciotti, qui a quand même dit qu'il voterait pour Éric Zemmour au deuxième tour. Donc, il va falloir assumer. Et quand on voit le résultat de cette primaire, donc qui représente réellement ce que pensent les adhérents LR de leur leader, ils sont quasiment arrivés tous à peu près. C'est très serré, il y a une justement, ils pèsent tous à peu près la même chose. Donc, ça fait un peu droite irréconciliable quand même, cette affaire. Et puis après, il y a les mathématiques. Et les mathématiques, ils sont assez infaillibles. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a la place dans une élection présidentielle pour 3 candidats de la droite conservatrice? C'est quoi les Marine 3 Le candidats? Pen, Éric Zemmour et cette droite conservatrice, Ciotti ou Pécresse. Pour vous, la droite n'est pas au deuxième tour? Moi, je pense rien. Je regarde les sondages comme tout le monde. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle est créditée de 10, 11, 12, 13% suivant les sondages. Ce qui est extrêmement loin d'une qualification pour un deuxième tour. Quelque part, ça vous arrange. Attendez, quelque part, ça vous arrange parce qu'un deuxième tour Macron-Pécresse, c'est très dangereux pour le président de la République. Rien m'arrange. Dans l'analyse des résultats, nous avons vu dans cette campagne des primaires une droite conservatrice qui fait la course derrière Marine Le Pen et Éric Zemmour. Quel est le programme ? Qu'est-ce qu'ils ont dit aux Français et qui intéresse les Français? Est-ce que vous pensez que les Français ils se lèvent le matin en se demandant si l'immigration ceci, si le régalien cela, je suis une chef, je suis une chef, je suis une chef? Non, c'est pas ça qui occupe les Français au quotidien. Moi, je suis très inquiet en fait c'est en train de se déliter en fait cette droite. La droite centriste réformiste, elle est déjà avec la République en marche, elle est déjà avec la majorité présidentielle. Enfin, je veux dire entre 10% Barnier, Pécresse et Juvin et Xavier Bertrand, c'est aussi une droite social-démocrate. Mais encore une fois, moi je regarde les mathématiques. Si vous avez Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est les sondages, je veux dire, c'est pas mes chiffres à moi personnels. Les sondages, ils peuvent changer en 5 mois. Ils peuvent changer. Enfin, quand vous êtes à 10%, ça va être très très difficile de remonter. Surtout quand vous faites campagne sur les mêmes thèmes que les deux qui sont devant vous.
Alors, c'est des sondages qui ont été faits en présentant 3 candidatures différentes parce qu'on avait, et on ne l'a toujours pas, le candidat officiel de la droite. Mathieu Desmoulins, vous nous attendez au QG de Valérie Pécresse. On a appris par Noé Gandillot au début de cette tranche que Valérie Pécresse était au théâtre hier. Bon, elle gère son énergie, on a l'impression, la présidente d'Île-de-France. Oui, et pour autant, ces équipes la disent sereines, confiantes pour ce deuxième tour de ce congrès Les Républicains. Il faut dire que Valérie Pécresse n'était devancée que d'une courte tête par Éric Ciotti au premier tour, avec autour de 25% des voix, et que dans l'entre-deux tours, elle a rallié à elle les 3 perdants, Philippe Juvin, Michel Barnier et Xavier Bertrand, et qu'elle est aujourd'hui donnée favorite dans les sondages par rapport à Éric Ciotti pour affronter les autres candidats en mai 2022. Pour autant, la candidate et patronne de la région Île-de-France se refuse à tout triomphalisme. Le match n'est pas plié, nous disait-elle mercredi soir. Il faut dire que l'un de ses soutiens raconte qu'elle ne s'attendait pas forcément à affronter Éric Ciotti, et donc on s'attend forcément à un score qui peut être plus serré, à des surprises, et il ne vaut mieux pas crier victoire trop vite. Son programme ce matin est très léger. Elle ne devrait pas passer à son QG de campagne ici rue de Turin dans le 8e arrondissement. Elle rejoindra directement ses soutiens au siège du parti rue de Vaugirard, où elle doit, dans le bureau de Christian Jacob, apprendre les résultats avec Éric Ciotti avant de prendre la parole en cas de victoire. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins avec Jean-Marc Bellard, édition spéciale à partir de 13h avec toutes les grandes signatures d'LCI. Tenez, je vous donne ce chiffre qui vient de tomber. La participation à 10h ce matin, 76,6%. C'est pas mal, hein, Marion Parézé, c'est beaucoup. C'est très bien, et justement, moi je voudrais rebondir. Parce que ça ferme à 14h. Oui, donc tout à fait. au premier tour, on était à un peu plus de 80. On était à 80, et moi justement, je trouve que ça répond bien à la question de est-ce qu'on est effectivement sur 4 pôles irréconciliables. Si on avait effectivement 4 pôles irréconciliables, on aurait eu probablement une plus grosse déperdition en termes d'électorat, de personnes qui ne seraient tout simplement pas allées voter parce que ne se retrouvant pas dans Valérie Pécresse ou Éric Ciotti. Donc, qui sortira du chapeau? On n'est pas encore tout à fait en mesure de le dire, même si je pense, comme vous, que Valérie Pécresse a une avance parce que, en effet, elle a des soutiens formels, mais elle est aussi plus largement, elle peut rassembler. Ce sont les militants qui votent. Mais ce sont les militants qui votent, en effet. Militants. Et on sait que les militants ne suivent pas forcément les injonctions qui leur sont données par C'est bien le problème les d'ailleurs après, parce qu'il y a 44 millions de votants, et là la donne est différente. Et sur les perspectives, par rapport au sondage qui aujourd'hui donne les candidats de LR autour de 10-12% maximum, on est sur une période qui est encore en gel démocratique. Pour beaucoup de Français, la campagne n'a pas encore commencé. Pour beaucoup de Français, il n'y avait pas de candidat à droite. Donc pourquoi s'intéresser au débat à droite tant qu'on ne sait pas exactement qui va être... Donc les sondages risquent de changer. Si on peut les voir, d'ailleurs, les derniers sondages de Pécresse et de Ciotti, Journal du Dimanche de la semaine dernière, IFOP. Et là-dessus, il ne faut pas négliger aussi les atouts qu'ont les candidats LR par rapport à la droite de Zemmour ou à la droite de Marine Le Pen. Les atouts par rapport à Zemmour, c'est de pouvoir apporter des solutions. Éric Zemmour, il a été le contenant qui a pu rassembler un certain nombre de personnes frustrées, qui ne voyaient Pendant pas que vous leurs parlez, préoccupations. pardon, mais vous voyez Pécresse à voilà. 10%, donc en 4e position. Ça peut peut-être changer, mais il va falloir beaucoup rattraper quand même. Et Zemmour était à 8 il y a quelques mois. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, elle n'a pas encore commencé une campagne nationale, si on prend ce rapport-là. Et par rapport à Emmanuel Macron, il y a la question de la capacité à faire des réformes. Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par un blocage Alors, à cause on va en des reparler de mouvements tout sociaux. ça, mais j'aimerais qu'on se concentre quand même sur les 2 candidats, Valérie Pécresse et Éric Ciotti, la présidente de la région Île-de-France, qui veut rassembler, elle l'a dit et répété, Chéreau Delcrief. Il faut pouvoir battre Emmanuel Macron. Et pour ça, il faut pouvoir rassembler très au-delà de simplement les militants qui doivent me faire confiance samedi. Donc j'ai besoin de leur confiance, mais je leur dis aussi qu'il va falloir rassembler, et que moi je sais et je peux le faire. Oui, je sais cheffer. Oui, je sais diriger. Oui, j'ai une vision pour la France. Cette vision, c'est celle d'une droite assumée qui fera les réformes parce qu'elle sait gouverner tout simplement. Voilà, oui, je sais cheffer. Et pendant ce temps-là, petit tacle d'Éric Ciotti, toujours sur LCI, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on ne gagnera pas si on est trop proche d'un Macron.
Le moment du rassemblement est important, mais dans le choix, moi je pense que stratégiquement, je pense qu'on ne gagnera pas face à Emmanuel Macron en ayant une ligne qui se rapproche d'Emmanuel Macron. Je pense qu'au contraire, on gagnera si on a une ligne de droite revendiquée, assumée, et je veux le dire, je veux rassembler les électeurs de la droite. Qui a raison là, Annie ou Marcelo? Mais personne n'a raison, personne n'a tort. Simplement, chacun joue sa partition. Et le rôle de Valérie Pécresse, c'est effectivement d'écarter les bras et de dire à droite, rejoignez-moi. D'ailleurs, Ciotti est dans la famille et il parle un peu comme Zemmour et comme Marine Le Pen. Et puis, de l'autre côté, on va dire à gauche, même si le mot est un peu impropre, les LR échappés en Macronie revenaient. Bon. Donc, personne n'a raison, personne n'a tort. Mais quand Ciotti dit si on est trop proche d'une ligne Macron, c'est-à-dire social-démocrate, on va se planter. Oui, alors lui, la stratégie de Ciotti, c'est un peu la stratégie qu'avait eu quelque part Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire d'aller chercher des électeurs partis chez les Le Pen. Voilà, ça c'est la stratégie. Donc il veut faire un pont entre la droite et la droite de la droite. La stratégie de Valérie Pécresse, elle est différente. Elle est compliquée parce qu'elle est écartelée. Elle doit aller chercher ceux qui sont partis du côté justement de cette droite de la droite. Et en même temps, rappelez-vous qu'il y a un quart des électeurs de Fillon qui sont maintenant, qui soutiennent Emmanuel Macron. Elle doit aller les chercher. Donc quand elle dit « j'aurais besoin de rassembler », elle pense sans doute à l'UDI, elle pense à ces petits partis centristes où il y a des choses... Mais qui sont souvent chez Macron aussi. Alors, certains sont, par exemple, dans ce sas macroniste qui s'appelle Édouard Philippe. Par exemple, le maire de Nice, Estrosi, vient de dire le 1er décembre qu'il rejoignait le parti d'Édouard Philippe. Donc elle doit arrêter cette hémorragie tout en récupérant de l'autre côté les gens qui sont partis, qui sont tentés par Zemmour ou la ligne dure. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'elle va avoir une ligne très compliquée avec un Emmanuel Macron qui, pour ne pas arranger ses affaires, on peut être sûr que dans les prochaines semaines, il va nous envoyer des tas de petits coucous vers les électeurs de droite pour encore plus compliquer sa tâche. Ouais, alors écoutez, par exemple, une qui a déjà fait ses calculs arithmétiques. C'est Marine Le Pen. Pour elle, ce sera Pécresse qui va sortir du chapeau. Et si elle est face à Emmanuel Macron au deuxième tour, écoutez la suite. Madame Pécresse ressemble quand même énormément à M. Macron. Je veux dire, c'est le même profil, le même parcours, le même programme. Donc si c'est elle, en tout cas, qui est désignée, M. Macron a du souci à se faire. Voilà, Monsieur Macron a du souci à se faire. Ça vous arrangerait pas du tout, Didier Bécher. Vous allez me dire, ça ne me regarde pas. Mais si, c'est deux profils un peu comparables. Mais celui qui a raison, c'est Éric Ciotti. Pour revenir à la discussion qu'on avait juste avant. Puisque, évidemment, où est-ce qu'on peut aller capter, où est-ce qu'ils peuvent aller capter des voix? C'est pas sur le socle solide de 25% d'Emmanuel Macron. Ils peuvent aller capter des voix en rassurant des gens qui se sont échappés de la droite et qui ont été tentés par Marine Le Pen, qui s'est donné une image tout à fait respectable, et reprendre des voix à Éric Zemmour. Il n'y aura aucune capacité à aller capter, peut-être 1% quelque part, sur des voix de la Macronie. Valérie Pécresse ne peut pas les récupérer Je n'y crois pas, parce que la droite elle a un bilan qui est assez pauvre, pour être tout à fait honnête, sur la région Île-de-France, et elle va avoir du mal à s'appuyer dessus. Prenez les transports en région Île-de-France, c'est le meilleur exemple. Déjà, elle n'est pas responsable de la rénovation des voies, puisque c'est l'équipe. Non, mais moi, je viens d'Île-de-France depuis toujours. Valérie Pécresse, elle a récupéré ce que ses prédécesseurs ont fait avec des trains qui sont neufs. C'est pas elle qui les a commandés. Quand elle a besoin d'argent, Valérie Pécresse, elle pleure pour que le gouvernement renfloue IDF Mobilité. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui vont arriver très concrètement. Et économiquement, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout radical, et elle ne pourra pas se démarquer correctement. Ouais. Donc pour moi je me mets à la place des adhérents LR. Celui qui porte aujourd'hui vraiment ça, c'est Éric Ciotti. Bon. Alors, sauf que Ciotti, je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Zemmour, il a reçu la bénédiction d'Éric Zemmour. Oui, mais encore une fois, cette droite conservatrice, je veux dire, il faut bien qu'elle se différencie à un moment donné, parce que la droite centriste, elle est ailleurs. Elle est avec la majorité présidentielle, elle est derrière Édouard Philippe. Ça, c'est vous qui le dites, il y a encore 5 mois. Pardonnez-moi, mais on voit bien l'angle d'attaque, et ça va flinguer dans les semaines qui viennent, de Marine Le Pen, qui est Pécresse et Blanc-Bonnet. Oui, une expression qui date du 18e et qu'on entend depuis 50 ans en politique. Mais Pécresse, c'est pas n'importe qui. Elle a, comme elle le dit avec
On pourrait parler d'ailleurs des punchliners de Pécresse, parce que franchement, ça se dégrade un peu. Enfin, en tout cas, elle essaye peut-être de ramener du populaire Elle a vers elle. changé aussi, Valérie Pécresse, notamment Oui, sur elle dit qu'elle est l'immigration. elle-même. Pardon, sur le Sur l'immigration, elle a changé. Oui. Mais Pécresse veut rattraper ce que Marine Le Pen laisse échapper. C'est clair qu'elle en est déjà là, et toutes les deux en sont déjà là. Maintenant, le niveau du débat politique, attention, il ne faut pas que ce soit une querelle de cuisinière. Tu vas bouffer du 4 quarts, comme a dit. Non. Et puis alors, on mérite attendez. mieux que ça. Gardez un débat politique digne, mesdames. Et la suite, ce sera quoi? Parce que je vous fais écouter Thierry Saucé, vous le connaissez, c'est un homme de droite, maintenant qui est un communicant, mais qui connaît bien la droite, et qui dit quoi? Qui dit, après la présidentielle, ça risque de flinguer aussi. Allons-y. Moi, je vois plutôt les difficultés pour après, c'est-à-dire si Valérie Pécresse ne gagne pas l'élection, ou en tout cas n'est pas au second tour, alors vous aurez un risque évidemment considérable d'explosion, de franchissement de la ligne rouge que Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, auquel souvent Éric Ciotti fait référence, avaient mis en place, et s'y sont tenus, il n'y aura jamais d'accord avec l'extrême droite. Comment vous la voyez, la suite, si LR n'est pas au deuxième tour? Ce sera oui, à ce moment-là, on peut avoir une implosion plus exactement de ce parti, parce que là, ça fera quand même 3 fois qu'ils auront laissé passer leur tour. Ça veut dire des générations qui n'auront jamais été au pouvoir, et ça veut dire que la division qu'on a entre deux lignes, on voit bien la ligne, vous le rappeliez à l'instant, Damien, que dans la minute, Éric Zemmour avait envoyé un tweet de félicitations à Éric Ciotti. Donc cette ligne-là, qui est compatible avec la droite de la droite, versus une ligne qui considère, parce que Valérie Pécresse est une chiracienne, elle considère encore qu'il y a une digue avec le Rassemblement national et avec ces thèses-là, et ben ça peut voler en éclats. On a d'un côté tout le travail de la majorité pour justement attirer... Notamment un Ciotti qui dirait maintenant, je rejoins le RN. Il dit, lui, qu'entre Emmanuel Macron et Zemmour, il voterait Zemmour. Donc le pas d'après peut être la constitution d'une force globale, et à ce moment-là, effectivement, les Républicains, c'est mort. Bon, on n'en est pas là. 13h, édition spéciale, encore une fois, sur LCI, pour savoir qui sera le candidat de la droite. Et là, la décision tombera à 14h30. C'est Christian Jacob qui l'annoncera. Il est 10h20, si vous nous rejoignez sur LCI, les essentiels. Qui sera donc le candidat LR? Valérie Pécresse ou Éric Ciotti? L'heure du choix, l'heure du verdict. Résultat que vous pourrez suivre en direct sur LCI. Édition spéciale dès 13h. Routel Krief, Arlette Chabot, Éric Brunet. C'est le grand rendez-vous politique à ne pas rater. Pas plus tard qu'hier soir, Éric Zemmour a dévoilé, alors là nous sommes dans les mesures sur le variant Omicron, et vous le voyez, Gabriel Attal qui était ce matin à Roissy pour annoncer ces mesures drastiques pour les vols en provenance de l'Afrique australe, avec des tests PCR au départ, à l'arrivée, et une quarantaine obligatoire, même si vous êtes ou non vacciné. Dans l'actualité également en Guadeloupe, en Guadeloupe, le bilan depuis le début de la crise sociale, plus de 70 personnes ont été jugées, 64 ont été condamnées par des tribunaux. Selon l'AFP, au moins 148 interpellations auraient été réalisées depuis le début des événements. De nouvelles comparutions devraient avoir lieu ces prochains jours. Et puis cette vente prestigieuse, vente impériale à Londres, l'une des 2 tiares ayant appartenu à Joséphine de Beauharnais, Joséphine Bonaparte, l'épouse de Napoléon, est exposée avant sa mise aux enchères. 2 parures qui promettent d'attirer toutes les convoitises, chaque parure estimée entre 100 000 et 300 000 euros. Du côté de la météo de votre dimanche, c'est la douceur qui dominait ce matin, mais je parle au passé parce qu'un nouveau front froid est en train de balayer tout le pays avec de la pluie de l'est au sud-ouest. Ces pluies qui se maintiendront tout l'après-midi et ce soir, et les températures du coup vont chuter 6 à 12 en moyenne jusqu'à 17 sur la Méditerranée. Semaine un peu pourrie, faut le dire, à venir. 10h22, dans un instant, nous allons où? Nous allons à Roissy avec un Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui était venu là pour faire quoi? Pour faire le service après-vente, c'est son job après tout, et qui s'est fait interpeller par une voyageuse en provenance d'Afrique australe qui a dit « Moi j'ai eu aucun test, aucun masque dans l'avion et personne nous contrôle ». Ça pique un peu, à tout de suite.
Qui représentera la droite LR à la présidentielle? Je veux poser des idées pour agir. Un projet de droite assumé. La réponse, cet après-midi en direct sur LCI. Wake up. And you? What would you do for love? Miss Dior, the new fragrance. Dior. Hop, hop, et vous n'oubliez pas le sujet de l'exposé pour lundi? L'école de demain. Ah oui. Donc ça, c'est pas une cheminée, c'est un panneau solaire. Les renforts sont là. C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 3,9 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Engie, premier fournisseur d'électricité verte en France. Fisherman's Friend, il n'y a pas plus fort. Mesdames et messieurs, le guichet ferme ses portes. Merci de repartir. Yes! Yes! Avec l'appli FDJ, jouez à vos jeux favoris de n'importe où. Ce sapin balsamil imprègne votre intérieur de la somptueuse beauté de la nature. Les sapins balsamil sont confectionnés avec un savoir-faire artisanal qui vous enchantera pendant de longues années. Les ampoules accrochées-mains des sapins balsamil font scintiller vos célébrations de fin d'année. Les aiguilles True Needle de balsamil confèrent à ce sapin son réalisme saisissant. Balsamil vous propose un sapin à votre image. On vous gâte pour Noël. La livraison est offerte sur balsamil.fr. Avec Perco, votre dos ne craint plus les papas tu portes ou Roméo 52 kg. Grâce à leur tenseur, les secondes peaux de Perco redressent votre dos, renforcent vos muscles et soulagent vos douleurs pour enfin revivre pleinement. Perco, libérez votre dos. Commandez sur perco.com. Dispositif médical. There's a moon out tonight. Let's go strolling. There's a girl in my heart. Whose heart I've stolen. There's a moon out tonight. Let's go strolling through the park. And where down we go, oh, 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 baby. Acqua di Gio Profondo. Giorgio Armani. Chérie, chérie, t'as entendu, il y a une bête. Chut, t'inquiète. Pour les méga fins, il y a la méga box. 5 produits pour seulement 5 €. KFC. Ce sapin balsamil imprègne votre intérieur de la somptueuse beauté de la nature. Les sapins balsamil sont confectionnés avec un savoir-faire artisanal qui vous enchantera pendant de longues années. Les ampoules accrochées-mains des sapins balsamil font scintiller vos célébrations de fin d'année. Les aiguilles True Needle de balsamil confèrent à ce sapin son réalisme saisissant. Balsamil vous propose un sapin à votre image. On vous gâte pour Noël. La livraison est offerte sur balsamil.fr. Joyeux anniversaire. Je t'ai fait un petit cadeau. C'est pas vrai. Merci. Ouais, allez. Je t'ai eu, mon Gras, je t'ai rattrapé. Mario Kart 8 Deluxe, exclusivement sur Nintendo Switch. Et dans le pack Nintendo Switch édition limitée à 269,99 € chez Micromania Zing. Why not? Why? L'eau de parfum. Yves Saint Laurent.
Ça, c'est votre salon. C'est aussi votre salle de yoga, votre bureau et aussi une salle de classe. Et voici le sous-sol, qui est aussi votre salle de relaxation. Peut-être que votre famille a besoin d'une maison de vacances et aussi d'une maison de vacances. Trouvez la vôtre avec Abritel. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. La peau sèche. Agissez à l'origine de la sécheresse pour une peau durablement hydratée. Nouveau Bepanthen Derma. Changez en profondeur, durablement. Huissier, ta banque sans actionnaire. Ils assurent le crédit immobilier sans aucune formalité médicale pour l'achat de ta maison. Bonjour papa. Bah, ça change la donne, quoi. Ça plie le game. T'essayes de me dire quoi Ta là? mère et moi, on veut déménager pour s'installer plus près de chez vous. Papa, pour être dispensé des formalités médicales, faut être un client fidèle du Crédit Mutuel. Enfin, d'une certaine manière. J'ai été très fidèle au Crédit Mutuel, non? Le Crédit Mutuel assure le crédit immobilier de ses clients fidèles sans aucune formalité médicale. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Moi, mon truc, c'est la couleur. Toutes les couleurs. Par contre, l'électricité, je la veux verte. Et surtout locale. Ça peut se faire? C'est prévu. Avec l'option Elec Vert Plus dans votre contrat, Engie vous fournit de l'électricité 100% verte et certifiée produite en France. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. – 10h30 sur LCI, si vous nous rejoignez en ce samedi matin. L'actualité, c'est bien entendu ce jour J chez les Républicains. Qui pour représenter la droite au présidentiel? Valérie Pécresse ou Éric Ciotti? C'est l'heure du choix final. Réponse à 14h30. Édition spéciale à suivre sur LCI dès 13h avec Adrien Borne et les grandes signatures de la rédaction. La 5e vague est fulgurante et le bilan sanitaire n'est pas bon. On en était à 50 000 nouveaux cas hier de Covid. Toujours l'inquiétude face aux nouveaux variants Omicron. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, depuis Roissy ce matin, a rappelé les règles pour les voyageurs en provenance d'Afrique australe. Test au départ, test et isolement obligatoire à l'arrivée. Tout ça sans distinction entre vaccinés ou non vaccinés. Et puis la politique, c'est également Éric Zemmour qui sera demain en meeting à Villepinte devant 19 000 personnes selon ses équipes, des équipes qui ont collé toute la nuit ces nouvelles affiches de campagne avec un slogan « Impossible n'est pas français ». Et regardez là cette nouvelle affiche d'Éric Zemmour, « Impossible n'est pas français », alors qu'on accueille Jérémy Michel. Vous êtes porte-parole des avocats avec Zemmour. Vous avez vous aussi collé toute la nuit? Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, très bien, allez-y. Merci de me recevoir. Écoutez, non, j'ai pas collé toute la nuit, mais on a des militants de Génération Z qui sont très motivés, beaucoup de jeunes qui s'en sont occupés, ça s'est plutôt bien passé, et on est vraiment très très content de pouvoir surfer sur la vague de la candidature d'Éric Zemmour qui a réveillé un véritable espoir dans notre camp et puis plus largement dans le peuple français, puisqu'en effet, on va accueillir énormément de monde à Villepinte demain. Vous en êtes à combien? Vous en êtes à combien de réservations pour Villepinte? Je ne peux pas vous donner le nombre exact, mais on est à plus de 15 000, il me semble, donc c'est pas mal. Ouais. Une réaction d'ailleurs, l'événement du jour, j'allais dire, c'est quand même les Républicains. Pour vous, quel est le meilleur candidat? C'est Ciotti ou Pécresse? Ciotti risque de vous faire de l'ombre ou pas? On sait qu'Éric Zemmour et Ciotti sont amis. Bah écoutez, ce que j'aimerais dire aux Républicains, c'est que le meilleur candidat, c'est Éric Zemmour, tout simplement. Oui. Bah oui, c'est le candidat. Si vous voulez, quand on regarde le résultat de ce congrès-là de LR, il n'y a pas de leader naturel qui se détache. Tout le monde est à peu près autour de 25-24%. Donc en réalité, personne ne se détache. Ce qu'on remarque par contre, c'est qu'Éric Ciotti, qui en effet
est totalement sur notre ligne et qui a déjà déclaré qu'en cas de second tour, Éric Zemmour-Macron, il voterait Éric Zemmour, eh bien, il est arrivé en tête. Donc, en vérité, il y a une véritable attente dans le peuple de droite d'un candidat naturel qui ne peut être en réalité que Éric Zemmour. Et j'ai un peu de peine pour les militants républicains qui se retrouvent avec des candidats totalement... avec un score totalement éclaté, totalement dispersé, qui ne leur permettra pas, à mon avis, de faire émerger de leaders véritablement naturels. Et en effet, comme Éric Zemmour l'a dit, si Valérie Pécresse est élue, elle fera campagne pour essayer d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc autant oui, enfin, attendez, elle a jamais dit ça. Hein. Bon, ça, c'est vous qui interprétez. Allez-y, Didier Bécher. Un petit message, Monsieur Michel, je suis ravi de voir que vous êtes avocat. Peut-être si vous pouviez expliquer à vos militants qu'en campagne, en fait, il y a des règles assez basiques. Déjà, c'est pas, enfin, ou alors il va falloir changer les affiches. Hein, vous mettrez Zemmour, c'est la France sale, mais on ne colle pas en fait sur les panneaux municipaux et encore moins sur les panneaux associatifs. Vous savez que les associations, le seul moyen de communication qu'elles ont avec les citoyens de leur ville, c'est ces panneaux qui indiquent les actions qu'elles mènent. Donc, on colle uniquement sur les panneaux d'opinion libre. Vous avez vu ça, vous ? Ah non, mais ça, c'est incroyable. Les affiches de Zemmour, les autocollants sur les boîtes aux lettres, etc. Mais c'est un scandale. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun parti politique, même le RN maintenant, ne fait plus ça. Je veux dire, on a un minimum de règles, on laisse la place à tout le monde pour s'exprimer, et on ne colle jamais sur les panneaux associatifs et encore moins sur les panneaux Alors, Jérémy municipaux. Michel. Mais c'est à l'image du reste, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, attendez, laissez-le répondre. Ce qui est à l'image du reste, c'est votre intervention. C'est-à-dire que vous ne parlez que de l'écume, vous n'avancez aucun fait, vous n'avez aucune preuve. Le collage, il a eu lieu ce soir. Moi, ce que j'aimerais Alors, attendez, des affiches Zemmour, on en voit quand même beaucoup. Allez sur mon compte Twitter, vous allez voir tous les collages des villes où je suis élu et vous allez voir comment c'est collé. D'ailleurs, en même temps que la manif pour tous. Pour faire un monologue, à ce moment-là, vous ne m'invitez pas et puis je ne vous réponds pas. Donc, je vais vous répondre. Nous en avons marre, et je pense que beaucoup de Français en ont marre, que des journalistes comme vous Non, monsieur est député LaREM, hein, pardon. Pardon, je ne suis pas journaliste. Parlez du fond, ça ne sert... Non, mais vraiment, il faut parler du fond. Ça n'intéresse pas les Français, votre petite politicaillerie et les détails que vous évoquez sur des affiches ou je ne sais quoi. Nous, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est qu'il y a une véritable attente dans le peuple français, qu'il y a en effet des journalistes qui font métier de parler de détails qui n'intéressent personne et dont tout le monde... alors attendez, non mais encore une fois, c'est un député LaREM de la majorité qui vous prenait à partie. Force est de constater, pour ceux qui habitent notamment Paris, autour de ce plateau, qu'on en voit partout des affiches de Zemmour, notamment sur les plots en béton, un peu partout, il y en a partout. S'il y a des règles, il faut aussi les respecter de votre côté. Monsieur, à la sortie et apparemment, vous ne les respectez pas. Vous verrez bien ce Si, elles sont respectées. Je laisse à ce député son analyse. Écoutez, il a le droit. On ne va pas passer la matinée là-dessus. Merci beaucoup. Merci Jérémy Michel d'être intervenu sur LCI. On va passer, si vous le voulez bien, au sanitaire. Avec vous, Ali Avdjieh, vous êtes médecin urgentiste, spécialiste de la médecine d'urgence et de catastrophes au service des urgences de Paris 2. C'est bien ça. Mais merci d'être avec nous. On va parler notamment du variant Omicron. Pourquoi ? Parce que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, était ce matin à Roissy pour faire un peu de la séquence service après-vente. Je serre les boulons, notamment des voyageurs en provenance d'Afrique australe qui vont être très contrôlés. Sauf que, patatras, regardez cette séquence ce matin à Roissy entre Gabriel Attal et une voyageuse qui arrivait d'Afrique du Sud en étant passée par le Kenya. Ça fait mal. Personne n'a été testé, on a réclamé un test. 70 personnes d'Afrique du Sud, de Kenya. 70 personnes viennent d'Afrique du Sud, personne n'a été testé, tout le monde est au bagage. Parce que c'est un vol indirect, c'est une belle organisation. Justement, c'est pour ça qu'on renforce aujourd'hui. Personne n'a été testé, c'est moi qui ai réclamé la sécurité civile. Uniquement la vaccination. J'ai réclamé un test à la sécurité civile qui m'a demandé pourquoi. Je dis parce que je viens d'Afrique du Sud. Tous les passagers en provenance d'Afrique du Sud sont passés, ils sont au bagage. Tu devrais te réorienter vers le centre de dépistage. C'est dommage de nous avoir fait patienter 6 jours en Afrique du Sud pour que ça se passe comme ça. Justement, moi je viens pour vérifier que les choses se passent bien, donc c'est important qu'on se rencontre.
Et surtout, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait aussi un contrôle passe au moment des passeports pour voir d'où la personne. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, quand vous allez être, je dirais, passer à la frontière, si on voit que vous avez fait justement un voyage de l'Afrique du Sud, on peut vous les rattraper après, apparemment. On doit en principe. Mais voilà. Donc c'est ça que je suis venu voir. Les témoignages des passagers, c'est pas ce qui se passe. Oui, mais non, mais on a bien conscience que tout se met en place à partir d'aujourd'hui. En tout cas, on est content que vous ayez pu rentrer. J'imagine que ça a dû être éprouvant de rester bloqué pendant 6 jours, mais on est content que vous ayez pu rentrer. Bon, Ali FJ, quand vous voyez ça et que vous entendez ça, ça fait mal. On voit qu'il y a des trous dans la raquette, là, quand même. Bah, écoutez, on voit toujours entre ce qui est la réalité, que ce soit en science ou les pragmatiques qui sommes sur le terrain comme nous, et puis les choses qu'on voudrait qu'ils soient et exactement ce qui se passe. Effectivement, cette dame a raison. Vous savez très bien que dans la vie réelle, il y a beaucoup de trous dans la raquette, non seulement directement, mais indirectement. Nous sommes en Europe, dans des hubs un tout petit peu qui sont des endroits où tout le monde passe. Donc il y a des hubs aussi en Afrique. Elle disait, moi je suis passé par le Exactement, Kenya. oui, Il faudrait peut-être qu'Aéroport de Paris ou le gouvernement se disent, ah mais il y a peut-être des vols d'Afrique du Sud qui s'arrêtent entre les deux. Parfaitement, voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, fermer les frontières pour croire que nous allons échapper. Les virus traversent les frontières comme ils veulent. Donc tout ce que dit le gouvernement, moi, je le dis test au départ, test à l'arrivée, isolement... Oui, ça peut retarder un tout petit peu, mais il était déjà là, le Omicron. Hein, donc c'est pas parce que nous, on trouve que ce qu'on cherche, hein, comme je disais auparavant, là, on a certainement, comme le Delta d'ailleurs, hein, vous vous rappelez, on disait ce qui va passer, il est déjà en France. Donc, il y a des choses intelligentes à faire. Encore une fois, c'est, je le rappelle, le principal, c'est le confinement nasal. Le confinement nasal, comme dit mon copain Axel Elrod, c'est de mettre bien le masque. Déjà, 25% des masques sont mal mis. Uniquement 25%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on pourrait diminuer. Ils sont au-dessous du nez. Ils sont au-dessous du nez, ils sont des petits nœuds ici, ça fait très joli, mais c'est quand même mais il ne faut pas penser à ça face au virus. Il faut bien le mettre au nez. Et quand on est dans une salle où il y a beaucoup de monde, avec des personnes qui vont venir et partir, il ne faut pas oublier non plus de ne pas le retirer. Parce que dans une salle d'attente, par exemple, si vous êtes seul, vous l'enlevez et puis vous respirez. Si vous êtes infecté, les personnes qui vont arriver vont avoir une salle pleine de virus. Donc il faut encore le garder. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire parce qu'on l'oublie. C'est-à-dire quand on est tout seul dans une salle où il va y avoir du monde, hein, que je sois bien aussi clair, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Et donc, si vous l'enlevez, vous allez respirer. Et quand quelqu'un d'autre va venir, une personne qui est un peu âgée ou qui a des problèmes médicaux, eh bien là, il va attraper. Ça, ce sont des moyens de transmission. Donc les gestes intelligents, la vaccination, on ne va pas le répéter encore une fois, et faire attention, encore une fois, c'est ça le principal pour éviter que ça se transmette. Bon, vous vouliez intervenir peut-être sur la séquence avec Gabriel Attal ? Oui, en fait, l'enjeu, c'est de ralentir, mais tout le monde sait bien, de ralentir l'arrivée du virus, parce que de ce variant, parce que ça permet de gagner un peu de temps dans la lutte contre la 5e vague. Mais l'exécutif, comme partout dans le monde, ils savent très bien que ça passe les frontières. D'ailleurs, l'Omicron, on l'a déjà en France, donc on l'a vu, tout ça, Mais pourquoi on ne verrouille pas plus en se disant, il y a peut-être on a les moyens de faire ça, de se dire, ceux qui viennent d'Afrique du Sud en passant par ailleurs, on les contrôle. C'est pas la première fois et c'est pas la première vague où on constate que les frontières aériennes sont parfois des passoires. Mais je crois que, essayons de ne pas être trop simplistes sur ce sujet-là. La zone écarlate, elle a été décidée cette semaine. Donc on décide cette semaine qu'il y a une zone écarlate, rouge écarlate qui n'existait pas jusqu'à maintenant, et on décide d'arrêter les mouvements avec ces pays-là. Donc ça date de cette semaine, et Gabriel Attal se déplace pour voir comment ça fonctionne. Donc c'est une séquence opérationnelle qui est très intéressante. Non, mais on ne l'a pas provoquée, cette séquence. Non, bien sûr. Et là, on voit qu'il y a des opérationnelle qui est très intéressante, puisque ça permet à un membre du gouvernement de se rendre compte qu'effectivement, on doit mieux faire les contrôles. Maintenant, ce n'est pas les contrôles, une fois arrivés à Paris, qui empêcheront, comme on le dit tous sur ce plateau, le virus de circuler. Donc, je pense qu'il faut une semaine pour décider d'arrêter des mouvements avec certains pays. C'est pas non plus 3 mois que nous discutons de ce sujet-là. Donc, oui, mais on a envie de dire allons jusqu'au bout du processus. Bien sûr, allons jusqu'au bout, mais je rappelle aussi que les compagnies aériennes, elles sont dans des difficultés certaines depuis de très nombreux mois et que tout ça n'est pas très simple. Donc tout le monde doit y mettre du sien. Mais encore une fois, cette séquence opérationnelle, elle est très intéressante et je trouve très bien que cette personne ait pu s'exprimer aussi clairement avec le ministre, et ça va permettre aussi de demander à Aéroport de Paris d'être... non, mais bien sûr, elle a raison de le faire. Elle aurait pu être impressionnée, j'en sais rien, par les caméras ou autres. Et les caméras sont là. Elle a tout à fait
raison de le faire. Oui, merci à Pascal Crépet d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, biostatisticien à l'École des hautes études en santé publique. Vous voyez comment la suite Omicron risque d'être, allez, on va peut-être pas dire majoritaire, mais en grande partie le virus qui arrive sur l'Europe, quand ? Alors bon, c'est toujours un peu difficile de faire des prédictions, mais semble-t-il, il serait apparu donc en Afrique australe aux environs de début octobre. Et donc il a fallu en gros 8 semaines à peu près, un peu moins peut-être, pour qu'il devienne suffisamment important, qu'il fasse suffisamment de cas pour qu'il soit détecté en Afrique du Sud. Donc on peut s'attendre, si les facteurs de transmission sont les mêmes en Afrique australe qu'en Europe, ce qui a priori n'est pas forcément le cas, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait à peu près le même type de délai une fois que le variant est arrivé en Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire fin janvier sur l'Europe? Ça veut dire qu'on va continuer de voir des nouveaux cas de contamination à Omicron parce qu'on les surveille. Et après, le fait qu'il devienne dominant va aussi dépendre de notre contrôle du variant Delta aujourd'hui. Donc tout ça est très, très incertain, mais effectivement, on va continuer de voir de plus en plus de cas d'Omicron, tout simplement parce que même si c'est bien de contrôler les vols à la frontière, ça va éviter des clusters de personnes arrivant sur le territoire, mais malheureusement, ce variant, comme ça a été dit, il est déjà dans à peu près tous les pays d'Europe. Il circule depuis maintenant plusieurs semaines dans ces pays, y compris en France. Donc on ne va pas empêcher son arrivée et le fait qu'il prenne le dessus à terme sur le variant Delta. Oui. Pascal Crépet, d'un mot, et si Omicron n'était pas si dangereux que ça? L'OMS répète à l'envi que pour l'instant, il n'y a pas de mort. Les autorités sanitaires sud-africaines disent oui, il est beaucoup plus contagieux, mais cela dit, il ne fait pas tant de dégâts que ça. Quelle est votre opinion à vous? Alors c'est une possibilité et c'est vrai que c'est un espoir que l'on garde, puisqu'il y a effectivement des explications très cohérentes qui pourraient expliquer pourquoi à la fois il se transmet plus tout en étant moins sévère. Tout simplement, si ce variant s'est adapté aux températures des voies aériennes supérieures, qui sont un peu plus fraîches que les températures profondes au niveau des poumons, eh bien, il reste plus longtemps dans ces voies aériennes supérieures, donc il se transmet plus facilement, mais dans le même temps, il a plus de mal à descendre et à attaquer les poumons et donc faire des formes graves. Mais ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Et malheureusement, il va falloir attendre parce que dans le début d'une propagation, c'est toujours les plus jeunes qui sont touchés en premier. Or, ce sont aussi ceux qui font le moins de formes graves. Donc malheureusement, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas tellement de formes graves et pas de morts que ça ne va pas arriver dans les semaines à venir. Merci beaucoup Pascal Crépet d'avoir été avec nous. Ali FJ, vous aussi, Omicron, il faut s'en préoccuper ou on met la charrue avant les bœufs et c'est toujours Delta qui nous préoccupe? Moi je suis positif là, vous savez, comme Pascal l'a dit, si ça touche les voies aériennes supérieures, ça s'appelle un rhume. Hein. Donc faisons moins peur, ou à la rigueur une sinusite. Donc, donc il faut surtout pas avoir peur, surtout pas avoir peur. Avoir peur de la peur, comme disait quelqu'un d'autre aussi, connu. Mais néanmoins, écoutez, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la psychologie est très importante. Et c'est vrai que les mettre dans les médias, je suis désolé, hein, d'ailleurs je suis invité, etc. pour ça, mais je suis là aussi non, mais pour attendez, c'est pas que les médias, etc. Je veux dire, les scientifiques ont dit, on ne sait pas trop si les vaccins vont pouvoir l'arrêter. Ça dit c'était préoccupant. Oui, voilà. Et Pfizer lui-même dit, il nous faut 2 semaines. L'OMS aussi a peur. Tout le monde a peur. Vous avez peur. À la rigueur, j'ai eu peur aussi au début. Maintenant, j'ai plus peur du tout. Ah bon? Non, j'ai pas peur des maladies. J'ai pas peur des maladies. Nous sommes des médecins. Nous sommes là pour nous confronter à toutes les maladies, quelles qu'elles soient. Et nous sommes là pour soigner, que les choses soient claires. Et que nous n'avons pas à avoir peur.
Nous n'avons pas à avoir peur. Non, mais on soigne Omicron tout vous fait le pas monde. peur. Pardon ? Omicron ne vous fait pas Mais peur. non, ne fait pas peur du tout. Même Epsilon elle ne fera pas peur. Il y a des maladies, il y a la peste, il y a le choléra. Vous savez que si j'avais peur, j'aurais arrêté médecine il y a très longtemps. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est surtout de se protéger, de faire des choses intelligentes encore une fois. Et nous sommes là pour aider les patients. Nous sommes là pour aider la population, pas pour se mettre en avant pour telle ou telle nouvelle. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout que les gens puissent faire attention quand ils sont en réunion, les enfants avec les personnes âgées et les adultes avec les réunions où on fait plus attention. Ça, c'est une première chose. Et encore une fois, la vaccination, je l'ai déjà dit maintes fois, il faut qu'elle soit disponible au monde entier, au même moment, pendant les 6 mois. Attendez, malheureusement, on a déjà du mal à faire le rappel. mais là, en ce moment, parce que l'OMS n'a pas mis partout. les points sur la table pour le faire, encore une fois. Il faut qu'il le fasse. Il faut que Pfizer, Moderna agissent avec les États et qu'il faut lever. C'est un bien public, cette vaccination. Il faut arrêter de faire des profits là-dessus. Ils en ont suffisamment fait et ça n'arrête pas la recherche si on peut étendre cette vaccination globale au monde entier. Sinon, elle reviendra par le Vietnam, le Brésil ou ailleurs dans 1 an, dans 6 mois. Vous le verrez si nous nous comportons en égoïstes. Vous savez que cet après-midi, à partir de 13h, il va y avoir des manifestations, notamment dans Paris, pour l'hôpital, en disant on n'en peut plus, on est saturé. Regardez les derniers chiffres, on en est à plus de 2000 maintenant patients en réanimation à cause de ce variant Delta. Ça n'arrête pas de monter. Arnaud Chiche est avec nous. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital d'Hénin-Beaumont. Vous le craignez, vous la craignez, cette saturation en réa ? Oui, il faut être prudent. Voilà. Mon collègue il dit il ne faut pas avoir peur. Je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas avoir peur. Hein. La peur n'évite pas le danger, ça c'est sûr. Après, la prudence me semble quand même raisonnable. On a déjà vécu ça, des saturations de services de réanimation. Le problème, c'est que quand les services de réanimation sont saturés, qu'est-ce qui se passe derrière ? On fait de la déprogrammation chirurgicale. Donc on arrête d'opérer des gens qui ont besoin. On ferme des lits. Donc on arrête de s'occuper des maladies chroniques. Donc ça, c'est très dangereux et ça m'inquiète. Et vous savez, la manière dont vous avez introduit le mouvement de cet après-midi, le Covid n'est pas le problème, hein. Le problème, c'est l'état du système de santé français. Hein. C'est ça le souci. Hein. Moi, je serais très serein d'attendre les effets de ce variant Omicron si je savais qu'on avait un système de santé qui était véloce et robuste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en ville, c'est devenu l'enfer pour travailler. Des médecins généralistes m'appellent pour me dire que c'est l'enfer. Il n'y a pas assez de médecins. Il y a des gens qui ne trouvent pas de médecins généralistes. À l'hôpital, vous le savez comme moi, il y a des services d'urgence qui ferment, des SMUR qui ferment, il y a des services de pointe qui réduisent leur capacité de lit. Donc moi, je dis juste vaccination, et mon collègue a tout à fait raison, c'est d'abord, ça doit être une ampleur mondiale, sinon on n'y arrivera jamais. Vaccination, gestes barrières, aération, mais surtout renforcer le système de santé français. Hein. Parce que tant qu'on ne le renforcera pas, c'est du pipeau tout ça. Hein. Ouais. Chez vous, à Hénin-Beaumont, vous en êtes où ? Vous avez aussi des infirmiers, des aides-soignants qui sont partis parce qu'ils en avaient marre et qui veulent faire autre chose de leur vie ? Mais bien sûr, mais alors, dans mon établissement, ce n'est pas le bon exemple parce que il n'y a pas eu énormément de départs, si vous voulez. Moi, je travaille dans un établissement privé non lucratif. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon établissement, 60% des lits de soins intensifs sont occupés par des patients Covid et que d'habitude, dans ces lits-là, on met des autres patients qui n'ont pas le Covid. Donc, à un moment donné, les patients de d'habitude, il va falloir qu'on les mette quelque part. Mais monsieur, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au-delà de mon établissement, le mouvement, il est national. Moi, je passe mon temps à recevoir des témoignages de gens qui veulent mourir, des soignants qui veulent se suicider parce qu'ils sont au-delà du burn-out. Il faut comprendre que le système actuel, qui a 70 ans, qui a organisé la santé pendant 70 ans. On arrive au bout d'un cycle. Bon, l'exécutif ne veut pas l'entendre. Il dit on a fait le Ségur de la santé. Moi, je vous dis que le Ségur de la santé, c'était un chèque pour essayer d'acheter la paix sociale. Mais on voit bien que malgré le Ségur, il y a 18 mois, rien ne va mieux. Vous avez toutes les professions dans la rue. Un coup, c'est les infirmiers anesthésistes, un coup, les infirmiers de bloc opératoire, un coup, les sages-femmes, un coup, les médecins. Enfin, à un moment donné, il faut regarder le problème en face. Ouais. Alors attendez, pardonnez-moi, mais ça ne remonte pas uniquement à Emmanuel Macron, tout ça. C'est un problème de fond. Non, ça ne remonte pas à Emmanuel Macron, je suis d'accord avec vous, et il n'est pas question de lui reprocher l'état actuel du système de santé. C'est des gouvernements successifs, de droite et de gauche, tout le monde est mouillé dans cette affaire-là. Tout le monde est mouillé. Par contre,
Ça s'est tellement dégradé. Les soignants, clés de voûte de l'édifice santé en France, sont tellement mal qu'il y avait des fissures uniquement, enfin vous voyez, il y avait des petites failles. C'est en train de devenir des crevasses dans le système de santé. Excusez-moi pour mes images un peu grossières. C'est en train le sol se déroule sous nos pieds. Et le président actuel, c'est Emmanuel Macron. Alors oui, il y a une campagne présidentielle, mais vous voyez bien qu'on ne parle pas de santé, ou en tout cas pas assez. Donc, Olivier Véran, Jean Castex, Emmanuel Macron, ils doivent faire des arbitrages en urgence pour faire en sorte que les soignants encore en place maintenant restent et pour qu'on puisse soigner tout le monde. Parce que si on continue à laisser partir les soignants, qui c'est qui va s'occuper des Français? Je ne sais pas. Il faut m'expliquer. C'est la question. Si on Merci. continue... Non, mais je voudrais rajouter quelque chose. Pardon, mais on est aussi pris par le temps. Non, mais une seconde. Allez-y. Moi, j'ai déjà écrit qui soigne les soignants. Il a tout à fait raison. C'est le problème essentiel. J'appuie à 100% ce qu'il vient de dire. Il ne s'agit pas de faire de la politique. Il faut avoir la conscience de ce qui se passe actuellement. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à un gouvernement ou à un autre. Et j'entends très bien dans 2 secondes les politiques dire oui, mais nous avons fait ci, nous avons fait ça. Je sais, vous avez été parfait. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'actuellement, il y manque des soignants. Il y a une pénibilité. Et comme il a dit là, nous sommes tous en France. Mais un soignant, un infirmier, c'est quoi? C'est 3 ans de diplôme? Oui, mais c'est pas le problème. Il y a une question d'organisation, il y a une question de paiement, il y a une question de travailler public, privé. Nous avons oublié tout ça. Nous avons mis tout ça dans un sac de rentabilité, de financiarisation. C'est une erreur. Tarification à l'acte, qui en est responsable? Quelqu'un qui peut-être sera candidate encore une fois, à la présidence de la République. Je savais que vous alliez faire de la politique. C'est un autre débat. Merci à Arnaud Chiche d'avoir été avec nous, médecin anesthésiste à Hénin-Beaumont. Regardez cette image de la matinée également, celle de Christian Jacob qui arrive en ce moment au siège des Républicains rue de Vaugirard à Paris. Évidemment, on saura à 14h30 qui est le ou la future candidate de la droite pour la présidentielle. À tout de suite.